Amis du lundi, hardi, bonsoir, ça fait du bien de vous retrouver après 2 longues semaines d'absence. Merci à Richard de Sèze d'avoir fait l'intérim avec bravoure et gloire et talent. Et bonheur. Et bonheur, en plus. Au menu du jour, le grand invité qui nous a fait l'honneur d'inaugurer ce format, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Avec lui, nous reviendrons sur l'importante actualité internationale et nationale, les conséquences de la guerre en Iran à l'avenir de notre agriculture et de notre industrie, en passant par les dangers qui pèsent sur notre liberté d'expression, sur les suites de l'affaire Epstein, et puis bien sûr les élections municipales où Nicolas Dupont-Aignan est candidat à Hyères en Essonne. Nous passerons ensuite au rendez-vous de la réinformation. Alors il sera à nouveau question de l'Iran, évidemment, mais aussi du meurtre de Quentin Derenque et de ses suites, notamment du côté d'institutions comme le syndicat de la magistrature, syndicat donc, qui s'est ému non pas de la violence de notre société, non pas de l'impunité des groupuscules qui massacrent des gens dans la rue, ou de je ne sais quoi d'autre, d'émouvant d'ailleurs. Non, le syndicat de la magistrature s'est ému de la manière dont la mort de Quentin avait fait, je cite, « céder les barrières de la société face à l'extrême droite », et le syndicat de la magistrature met solennellement en garde contre la possibilité que ce relâchement coupable de notre société fasse le jeu, Richard, du Rassemblement National. Évidemment, mais oui. Et de l'extrême droite. Voilà, évidemment, rien de grave à ce qu'on lynche à 6 une personne en pleine rue et qu'on lui mette des coups de pied dans la tête jusqu'à ce que mort s'en suive, ça évidemment. Ça n'est que le processus d'autodéfense, comme on dit maintenant, quand on veut tuer quelqu'un. Nous reviendrons aussi sur le fait que le militant LFI Robin Chalandard, donc, qui avait été placé en garde à vue et qui est mis en cause dans le meurtre de Quentin, il aurait notamment aidé, si c'est vrai, en tout cas si ce que la police semble lui reprocher est exact, il aurait aidé certains des participants au meurtre à nettoyer leurs appareils téléphoniques pour effacer toute trace de leur action. Et ce monsieur, donc, collaborateur parlementaire, a retrouvé sa place à l'Assemblée nationale auprès de son député Raphaël Arnaud. Et enfin, donc, pour finir sur une note un peu plus ludique, légère, nous nous moquerons de la gauche caviar en pointant les bêtises et le sectarisme qui ont émaillé la cérémonie des Césars. Alors, pour parler de tout cela, j'ai le plaisir, l'honneur et la joie d'accueillir les ayatollahs de la réinformation avec Richard de Sèze, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie, Xavier Van Lierde, journaliste, Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne, et nous attendons Marie Pinsard, journaliste. Et j'avoue que pour elle, malheureusement, c'est ainsi, il n'y a pas de féminin pour ayatollah, donc nous chercherons. J'avais pensé à Molla et Molette, mais bon, je ne suis pas certain que ce soit d'un charme. Ayatollette. Voilà, chers auditeurs, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 18h30 pour envoyer vos questions et remarques à Nicolas Dupont-Aignan. Vous pouvez nous écrire à courtoisie@rc.fr si vous voulez envoyer un courriel, courtoisie@rc.fr, ou téléphoner au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, et nous poserons donc vos questions à Nicolas Dupont-Aignan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Donc, comme je le disais, vous êtes le premier à avoir inauguré notre format Restons courtois, qui est le débat, l'émission de débat de Radio Courtoisie en partenariat avec nos amis de Valeurs Actuelles, de Boulevard Voltaire, du Monde Moderne et de l'Incorrect. Et avec vous, donc, nous allons pendant 1 heure balayer l'actualité. Et si vous voulez, commençons peut-être par l'international. Alors, quel regard portez-vous sur la guerre ? Alors, c'est une guerre qui ne dit pas vraiment son nom, on ne parle pas encore de guerre, mais en tout cas sur ce qui se passe entre l'Iran d'un côté et Israël et les États-Unis de l'autre. Comment avez-vous reçu cet événement ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas participé aux cris de joie de la plupart des hommes politiques français ou des journalistes français. Voilà. Bien sûr, je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien, qui est une monstruosité. Maintenant, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge parce que on fait quoi après ? C'est-à-dire que quand on commence une guerre, on doit savoir quel est le coup d'après. C'est le b.a.-ba, je crois, de toute tactique ou stratégie militaire qui est enseignée dans toutes les écoles militaires du monde. Et là, j'avoue que je ne sais pas quel est le coup d'après. Parce que de deux choses l'une.
soit Donald Trump ne veut pas intervenir au sol. Alors, il vient de dire le contraire il y a 5 minutes. Mais bon, au départ, c'était pas prévu d'aller au sol. Mais alors, on fait quoi si le régime résiste? Parce qu'on peut tuer tous les jours des dirigeants, mais les dirigeants, ça se remplace. Et donc, il y a le grand danger qu'il n'y ait pas de suite. Et puis, deuxièmement, si on va au sol, ce qui paraît le plus réaliste. Enfin, si ils vont au sol. Oui, si on va au sol. Ils vont au sol. Oui, mais avec Macron, on a tendance à suivre le mouvement, toujours. S'ils vont au sol, est-ce qu'on croit qu'on peut aller au sol dans l'Iran, la Perse millénaire, comme on va à Caracas? Je ne crois pas que ce soit la même chose. Et donc, je suis assez inquiet de cette manière de faire. Et c'est pas que je soutiens le régime des mollahs. J'ai toujours contesté ce régime, je l'ai combattu, je le combats toujours. Et j'ai une autre forme d'inquiétude. C'est est-ce qu'on ne va pas créer un réflexe de rassemblement autour d'eux, national? C'est un pays très nationaliste. Alors peut-être que les faits me donneront tort et que donneront la prime à l'aventure. Tant mieux si c'est le cas. Si le régime s'effondre, si le peuple iranien arrive à reprendre ses droits. Mais les exemples historiques précédents ont toujours prouvé plus tôt que ce genre d'intervention finit par le chaos total. Donc voilà où j'en suis. Vous me direz, j'avoue mon interrogation. Voilà. Moi, je n'ai pas sauté de joie. J'ai une réticence à cette manière de régler les problèmes parce que c'est un immense retour en arrière. Parce que si on assassine tous les chefs d'État qui ne nous plaisent pas, des régimonies, il y en a quand même beaucoup. Et puis un jour, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un régimonie qui va assassiner notre chef d'État? Enfin, c'est quand même un retour en arrière absolument effrayant. Et l'attaque américaine s'est faite sans validation par le Congrès, ce qui est normalement en plus obligatoire. Mais ça, c'est l'affaire américaine, je dirais. Mais moi, sur la oui, mais ça veut dire que tout le monde peut commencer à violer les lois. C'est sans fin. Et je ne crois pas que l'Occident y ait tant intérêt que ça. Alors, je suis désolé de gâcher la fête. Ah ben c'est pas chez nous, vous gâchez la fête. Mais parce que je vois dans tous les médias, c'est la fête. C'est la fête. Mais je suis stupéfait. Alors je suis désolé aussi pour nos auditeurs de ne pas être catégorique, parce que s'il y en a un qui peut être catégorique sur ce dossier, qu'il vienne me voir. Mais en tout cas, moi je n'aime pas le tour que ça prend. Après, on va voir. Je ne connais pas la capacité de résistance de l'Iran. Je n'arrive pas à savoir si les missiles qui sont lancés aujourd'hui sont un baroud d'honneur et que le régime va s'effondrer juste après. Et ça donnera raison peut-être à Trump et Netanyahou. Mais je crains que ce ne soit l'inverse. Et je crains aussi que ça alimente dans le monde entier un esprit anti-Occident absolument prodigieux, tout en ressoudant le peuple iranien derrière ces chefs abominables. Hein. Je ne doute pas un instant de l'abomination de ce régime. Oui. Alors, il peut même y avoir des conséquences graves chez nous, parce que ça peut aussi inspirer des terroristes qui vont, sans aucune connaissance de ce que sont ni les chiites, ni les sunnites, ni les Américains ou les Européens, décider que d'un seul coup, ça une espèce de mayonnaise hystérique. Voilà, mais personne n'a la vérité scientifique. En attendant, on est parti dans un engrenage extrêmement inquiétant. Alors pour ce qui concerne la France, je souhaite que la France, bien évidemment, ne mette pas le doigt dans cet engrenage, mais bien sûr, je ne serai pas écouté, puisqu'Emmanuel Macron vient d'annoncer et les deux comparses, Merz et Starmer, qui précipitent le continent dans le mur, eh bien, sont très heureux. Une nouvelle guerre, ça leur manquait. Alors, on va l'expliquer peut-être aux auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas encore suivi cette actualité, mais cet après-midi, donc le groupe E3, dont j'avoue très humblement avoir découvert l'existence aujourd'hui en lisant le communiqué. Qui connaissait? Non. Non. Bon. Donc, le groupe E3 rassemble donc la France, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et l'Allemagne, et ils ont fait une déclaration commune pour dire qu'ils allaient prendre des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région, en empêchant la République islamique d'Iran donc de tirer des missiles et d'envoyer des drones contre les pays voisins. Alors, la question c'est comment faire pour prendre des mesures défensives. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. On est en train de perdre sur tous les tableaux. Ce que nous dit Emmanuel Macron, comment est-ce que vous le recevez? Moi, je ressens beaucoup d'amateurisme. Comme toujours, d'abord, il avoue son impuissance en disant qu'il n'a pas été consulté ni prévenu. Ensuite, il appelle au calme. Donc, ça veut dire que c'est une forme de critique des États-Unis. Et puis après, changement à 180 degrés. Et voilà, bon.
pour moi, c'est tragique. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Et la réponse que je vous ai faite tout à l'heure est une réponse encore qui ne me satisfait pas totalement, ma réponse, parce qu'elle est un peu alambiquée. Mais, en tout cas, moi, je n'aime pas la pente que ça prend. Voilà. Alors là, pour le coup, il se trouve qu'on a des amis aux Émirats Arabes Unis. Il y a une communauté d'auditeurs de Radio Courtoisie. Là, j'avais un échange avec une personne qui s'y trouve. Et il est vrai qu'il y a quand même des Français dans cette zone et qui sont menacés par l'Iran. Alors, comment faire, effectivement, pour les protéger ? Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité, une négociation de paix possible après ces bombardements ? C'est ça la question. Voilà. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne le sais pas. Et puis, quand on se lance dans une guerre, c'est pour quoi faire ? C'est pour couper les ressources pétrolières de la Chine ? C'est pour sauver la face de Netanyahou ? C'est pour répondre à des préoccupations intérieures suite à l'affaire Epstein ? C'est quoi ? En fait, je ne sais pas. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de confusion dans tout ça. Donc, je doute que ce soit pour sauver le peuple iranien entre nous. Hein ? Ça, oui, ça aurait pu être fait avant, de toute façon. Si ça avait été la vraie motivation... Ça devait être fait au moment où il y a eu ce massacre abominable. Absolument. Donc, en fait, il y a eu des massacres abominables, il n'y a pas eu de réponse de l'Occident, là où ils pouvaient prétendre défendre des valeurs quand même. Et puis tout à coup, c'est reparti. J'avoue que ma réponse n'est pas satisfaisante, vous voyez. Après, c'est bien d'être un peu nuancé aussi, c'est-à-dire de ne pas être un va-t-en-guerre systématique, ou au contraire de défendre bec et ongle un régime qu'on ne peut plus défendre. Personne ne peut défendre l'Iran. La vraie question, c'est comment, et là personne n'a la réponse, comment on assure la chute de ce régime abominable en s'appuyant sur le peuple iranien et en lui permettant de choisir démocratiquement son destin. C'est ça qui est important pour l'image de la France. Mais vous voyez, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'il n'y a plus de France. La France telle que je m'y... Déjà, Emmanuel Macron n'a pas été consulté, il le dit lui-même. Non, mais au-delà de ça, la France a toujours eu une voix, on peut la contester, mais une voix claire. Là, il n'y a pas de voix claire. Bon, il n'y a pas de voix claire. Déjà, parce qu'il n'y a pas de pensée française. Oui, mais déjà c'est un groupe, le groupe E3 qui se prononce, c'est pas la France. Non, mais la France ne peut plus. La France est devenue comme un enfant qui a besoin d'être pris par la main pour retrouver sa confiance. Donc voilà le problème de fond. Xavier Van Lierde ou Alexis Poulain, une remarque ou une question pour Nicolas Dupont-Aignan qui est avec nous ? Oui, pourquoi pas. Moi, Xavier Van Lierde. Je ne m'interroge pas seulement sur cette guerre, enfin si, bien sûr, hein. Je suis d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, normalement la guerre, ça doit être la continuation de la politique par d'autres moyens, et là on ne voit pas trop de la continuation de quelle politique il s'agit. Enfin, on ne saisit pas les objectifs politiques. Mais je m'interroge aussi quand même sur le revirement de Donald Trump, et j'aimerais avoir l'éclairage ou l'avis de Nicolas Dupont-Aignan sur ce revirement, puisque Trump se vivait quand même comme un président qui allait rompre avec les politiques néoconservatrices et interventionnistes, un président de la paix, il se rêvait en président de la paix, et on a quand même l'impression depuis quelques semaines, voire quelques mois, qu'il y a eu une sorte de virage. Comment l'expliquer ? Je ne sais pas l'expliquer, j'avoue que je me suis trompé. Parce que je pensais qu'il aurait cette volonté de rompre avec le néoconservatisme américain qui a fait tant de tort. En tout cas, ses discours le laissaient penser. Et il semble que la pratique le rattrape. Alors, est-ce que c'est... On ne peut pas dire là que c'est le Congrès, parce qu'il y a parfois sur l'Ukraine où c'est le Congrès qui est très pro-ukrainien. Là, ça ne me paraît pas être le Congrès. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ? La pression de Netanyahou, d'Israël, comment Israël tient Donald Trump, je ne sais pas. Alors, il y a eu un conflit récemment au sein de l'univers MAGA qui a été très violent, qui a été consécutif à l'entretien qu'avait donné Nick Fuentes à ce journaliste. Carlton. Le nom m'échappe. Oui, Carlton. Tucson, oui, voilà. Et qui a vraiment déchiré... Tucker Carlson, pardon. On le fait à l'envers, excusez-moi. qui a déchiré le camp MAGA, avec d'un côté la Fondation de l'Héritage et puis de l'autre côté des gens beaucoup plus axés sur les intérêts ou sur en tout cas la communauté juive américaine qui existe, notamment au sein du Parti républicain. Et manifestement, c'est ce dernier camp qui aurait gagné. Donc est-ce que ça ne peut pas vouloir être simplement une guerre d'influence au sein de l'univers MAGA qui a eu des conséquences logiques et qui font qu'aujourd'hui Trump se rallie à l'unité d'un camp qui a emporté la bataille. Ça peut être... C'est possible aussi. Je remarque que le vice-président américain a eu des paroles beaucoup plus sages, en disant qu'il condamnait toujours les aventures extérieures, etc. Donc,
J'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de Trump. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que beaucoup d'Américains le soient non plus. Mais, ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que Trump est en train de mécontenter sa base électorale, puisque au fur et à mesure qu'il changeait de doctrine, sinon dans le discours, du moins dans les faits, et qu'il était de plus en plus interventionniste, les différents sondages témoignaient du fait que sa base le suivait de moins en moins sur tout un tas de problématiques intérieures, mais notamment sur cette problématique-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Trump joue un va-tout avec cette guerre contre l'Iran, qui est inexplicable par rapport à tout ce qu'il avait dit jusqu'à maintenant, et sans qu'on puisse avoir d'autres explications qu'effectivement celle que suggère Pierre-Alexandre Bouclet, c'est-à-dire brusquement une nécessité d'un virage pro-sioniste particulièrement marqué de la part du président américain, qui jusqu'à maintenant avait l'air de tenir la barre haute. Toute la question, pour moi, et je n'ai pas la réponse, mais toute la question est de savoir la capacité militaire de l'Iran. Est-ce qu'elle a été sous-estimée ou pas par les Israéliens et par les Américains ? Et un peu comme d'ailleurs Poutine a sous-estimé la capacité des Ukrainiens quand il s'est lancé dans l'aventure ukrainienne en pensant qu'en 15 jours ça serait fait et que Kiev tomberait. Est-ce qu'on est dans le même type d'erreur ou pas ? Et deuxièmement, c'est la capacité du peuple iranien à s'attaquer à ces monstres qui gouvernent quand même l'Iran depuis tant d'années, mais qui sont puissants parce que vous avez tous les gardiens de la révolution qui sont nombreux. Oui, c'est très ancré. Et là, si vous voulez, en fait, le pari, entre guillemets, de Trump dépend des deux analyses qu'on a. Si on estime que le régime est très faible et prêt à tomber et qu'ils n'ont pas la capacité de faire du mal durablement à Israël et ses voisins, il s'est dit il faut y aller, ce qui a dû lui être vendu. Mais si ce n'est pas le cas, ça risque de finir très mal. Très mal pour les États-Unis, le pouvoir politique de Trump, très mal pour Israël, très mal pour les États du Golfe. Je ne suis incapable de vous dire quelle est la réalité. J'ai surtout très peur de la manière dont les services de renseignement, dont on nous explique à quel point ils sont puissants, malins et retors, sont capables de fournir des renseignements merdiques. Il n'y a pas d'autre terme. Je veux dire, ce brave Poutine est allé en Ukraine en étant persuadé qu'en un mois c'était torché, ça fait 4 ans qu'il y est. Les États-Unis ont débarqué aussi dans plusieurs théâtres d'opération en expliquant que ça allait être plié entre 1 mois ou 2 mois. Généralement, ils ont perdu toutes ces guerres au bout de 4, 5 ou 20 ans. Donc c'est extrêmement inquiétant de dire qu'il y a des analyses qui conseillent des présidents et qui sont aussi efficaces que BHL en matière de politique étrangère, quoi. Oui, mais sauf que les analyses n'obéissent pas à l'intérêt national des pays en cause, mais à des intérêts particuliers, des marchands d'armes, des intérêts X ou Y que nous ne connaissons pas. C'est d'ailleurs le tragique de l'histoire. Alexis Poulain, oui, voilà. Mais j'ai pas Alexis Poulain a sans doute plus à dire que moi là-dessus. Non, guère plus. Bonjour à tous et bonjour Nicolas Dupont-Aignan. C'est effectivement une question sur l'entrée en guerre, parce que on parle d'opération encore une fois, mais on peut se demander jusqu'où va aller cette opération et quel est le risque d'escalade, avec surtout un timing qui pose question compte tenu des élections de midterm pour Donald Trump qui sont loin d'être gagnées. Et là, le président américain se met quand même à dos une grande partie de sa base à qui il avait promis d'être un président non interventionniste. Donc, heureusement qu'il n'avait pas prévu l'inverse. Oui, alors... Qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ce serait ? Non, mais c'est vraiment quelque chose qui bouge beaucoup aux États-Unis. Vous parlez de Tucker Carlson, qui est une des voix importantes qui critique énormément Donald Trump, mais beaucoup d'autres le font. Et ce choix-là, évidemment, alors est-ce qu'il y avait des informations que nous n'avons pas, et peut-être que les services ont raison de dire que l'Iran jouait un double jeu, il y avait des capacités de production aussi de drones qui avaient peut-être extrêmement augmenté, je ne sais pas, mais en tout cas, le timing me pose question. Xavier Van Lierde, peut-être un dernier mot, et puis ensuite on laisse la parole à Nicolas Dupont-Aignan pour finir sur ce sujet. Oui, c'est-à-dire que je vois plusieurs hypothèses. Je me demande si on regarde simplement on part du principe que les États-Unis souhaiteraient un changement de régime, etc. Je me demande si c'est pas un écran de fumée et s'ils ne se contenteraient pas simplement d'affaiblir un adversaire d'un de leurs alliés, et puis que si le chaos s'installe dans ce pays, eh bien tant pis. Après tout,
On a déjà l'Irak, la Libye, l'Afghanistan. Pourquoi ne s'accommoderait-il pas d'un Iran chaotique si du coup il n'est plus une menace existentielle pour Israël, pour être clair. Autre hypothèse qui là nous fait changer de focale. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'échec des États-Unis à obtenir la paix en Ukraine et le découplage de la Russie et de la Chine, avec du coup une autre stratégie qui consiste à taper des alliés ou des fournisseurs de la Chine les uns après les autres. Il y a eu le Venezuela, maintenant l'Iran. Puisqu'on ne peut pas détacher le gros morceau qu'est la Russie, eh bien on agit sur d'autres paramètres qui sont des morceaux plus faciles à avaler. Voilà. Mais ce ne sont que des hypothèses. Et en fait, c'est ça qui est terrible. Et là, je fournis peut-être une transition à Nicolas Dupont-Aignan, c'est que nous ne sommes pas seulement des commentateurs parce que nous sommes des journalistes. Nous sommes devenus des commentateurs dans ce monde. Hélas, parce que nous sommes des Français, c'est-à-dire un pays qui, depuis une vingtaine d'années, n'a plus réellement de pensée stratégique, et n'ayant plus de pensée stratégique et ne l'ayant pas mise en œuvre, eh bien, elle se retrouve nécessairement très isolée et un peu hors sol dès qu'il se passe quelque chose. C'est que pour avoir une position, il faut avoir déjà travaillé une stratégie depuis une vingtaine d'années. Or, on n'en a plus. Donc, on repart un peu à zéro, en quelque sorte. Ce qui est un peu terrible pour un pays qui avait la plus vieille diplomatie au monde. C'est exactement ce que je disais au départ. C'est que d'abord, il faut avoir une pensée sur les événements du monde. Et on n'en a pas. Donc, et puis, la classe politique embraye, malheureusement, puisque moi, j'ai été sidéré de voir cette espèce d'unanimisme enthousiaste. Or, je ne serai jamais enthousiaste, même pour le pire des régimes, à ce qu'on commence à enlever un chef d'État au Venezuela, après on en tue un autre et on est content d'en avoir tué 40. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un jour un pays peut envoyer une bombe sur l'Élysée en disant je suis content, l'Algérie, tiens. L'Algérie peut envoyer un missile en disant je suis content, je me suis payé le chef d'État français dans son Falcon ou dans son Airbus. Non mais je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a une dérive incroyable et personne n'ose le dire. Alors évidemment, c'est pas populaire, vous comprenez. Moi, j'ai pas été le répéter partout parce que je me suis dit, on va encore me taper dessus de partout en disant que je suis dingue, dans le sens que je dis des choses qui se disent pas. Mais c'est pour ça que vous êtes bienvenu à Radio Courtoisie, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous le dis. Quel que soit, et Dieu sait, j'aime pas Macron, mais le président de la République française prend son avion pour aller en Côte d'Ivoire. Eh bien, les Algériens pas contents envoient un missile et l'abattent. Ils disent bien fait, on l'a eu. Ben c'est pas différent. C'est pas différent. Ça ramène donc très, très ça veut dire qu'on revient où ? On revient avant la Renaissance, quoi. On n'est même plus. D'ailleurs, on peut enlever aussi. Je crois que c'est François Ier. Il y avait même un droit de la guerre au Moyen Âge. François Ier, c'est François Ier qui a été enlevé de mémoire par Charles Quint, je sais plus. Mais voilà, on va enlever les chefs d'État, on va les chercher. Enfin, il n'y a plus rien qui tient. Et ce qui est insupportable pour moi, en tout cas, c'est que où sont les médias français indépendants qui disent des choses différentes ? Il faut aller sur Internet, je vous le parle franchement. Hein ? Ici. Ou ici. Non, mais... et encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis quand même qu'il y a un moment... J'ai vu Natacha Polony qui a fait une vidéo très intéressante. J'ai vu quelques voix, mais très peu. Où sont les grands journaux, les grandes plumes des journaux français ? Ah bah ça, pour l'instant, je pense qu'il y a un aplatissement. L'état zéro de la pensée. Donc le problème, c'est pas seulement les hommes politiques, c'est que la France ne pense plus. La France ne pense plus comme être libre, existentiellement. Alors, on a un auditeur qui nous dit « Je voudrais supplier la direction de Radio Courtoisie d'inviter des sionistes à l'antenne. » Alors, là déjà, pardon, mais je précise quand même que d'abord, là, ce que nous sommes en train de dire n'est pas forcément anti-sioniste ou pro-sioniste. On essaye de comprendre une réalité dans laquelle nous sommes plongés malgré nous et que nous observons. Ensuite, la mission de la radio, c'est précisément de donner la parole à tout le monde. Donc, il y a des partisans d'Israël qui viennent régulièrement le matin dans Ligne Droite, dans d'autres émissions. Le soir, à 19h30, on a Patrick Simon, qui est un ami et qui est lui-même un défenseur fervent d'Israël. Donc, la parole est libre à notre antenne. En revanche, et c'est peut-être là où ça peut étonner, nous donnons aussi la parole aux autres. Donc, mais je voudrais dire un point, c'est que le débat en Israël est beaucoup plus libre qu'en France. Beaucoup plus libre, puisque le gouvernement en place. Puisqu'il y a beaucoup de débats en Israël sur la situation, sur comment il faut intervenir, pourquoi et tout. Donc moi, j'aimerais qu'on arrête de faire croire
que dès qu'on n'est pas en position totalement d'accord avec ce que fait Netanyahou, on serait antisioniste. Absolument. Et c'est une proposition de loi d'ailleurs insupportable. qui va être déposée, si je ne m'abuse. Oui, en plus, il y a ça. Il y a une redéfinition de l'antisémitisme qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Une proposition de loi macronienne. Bien sûr, antisémite, bien sûr, et antisioniste non plus. Mais on a quand même le droit d'avoir une politique étrangère française qui dépend de l'intérêt de la France. Et en plus, il y a un débat en Israël beaucoup plus fort qu'en France sur la situation d'Israël, les dangers de Netanyahou, ses atouts, ses dangers. Il s'agit d'avoir une vision générale. Mais je ne crois pas que ce soit l'intérêt d'Israël de soulever l'ensemble des pays et de les recoaliser, alors qu'il a réussi quand même à avoir des relations avec les Émirats arabes, avec l'Arabie saoudite, et que si ces pays, suite à ce qui se passe en Iran, basculent dans un anti-occidentalisme très fort, que leurs régimes peuvent être renversés, parce que ce n'est pas simplement un chef d'État qui a été assassiné, c'est un chef religieux. Et Dieu sait si je ne l'aime pas et je le combats. Mais il faut voir les conséquences. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Attention, attention, attention. Il y a des masses immenses dans le monde. Il y a les pays auxquels Israël avait réussi à tisser des liens. Si ces régimes sont renversés par la base, est-ce qu'Israël y gagnera ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce n'est pas un débat sioniste, antisioniste. Il faut aller un peu au-delà quand même. Oui. Alors, sur ces propos, d'ailleurs, on va devoir passer peut-être à d'autres sujets, parce qu'on vient de passer un long moment dessus. Emmanuel Macron a annoncé, on est un peu quand même dans la continuité, vient d'annoncer que la France allait renforcer son arsenal nucléaire. Il parle donc de dissuasion avancée dont pourraient profiter 8 pays européens qui ont, dit-il, accepté de participer à cette dissuasion avancée. Donc on a le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Et il dit donc qu'il n'y aura pas de partage de la décision ultime, mais que ce sera une sorte de bouclier nucléaire, un peu le nucléaire européen peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas Dupont-Aignan. Moi je suis très hostile. Il avance masqué. En fait, il a bien vu que l'idée qu'il avait avancée à Munich d'une démarche holistique, si vous aviez compris son discours à l'époque, qui visait à partager de fait notre force de dissuasion avec l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui compte, susciter un tollé en France, que les Français, que le monde politique, pour le coup, allait quand même pas avaler cette couleuvre, ou ce cobra. Et donc, on voit bien que là, il a mis de l'eau dans son vin, dans son discours, mais qu'il est pour autant dangereux. Il a mis de l'eau dans son vin très clairement parce qu'il dit il n'y a pas de partage de la décision, de la garantie et de la mise en œuvre. Donc, ça c'est clair. Mais il avance quand même masqué parce que, à partir du moment où il annonce qu'il va positionner, ou qu'il peut positionner, mais ça veut dire qu'il va le faire, qu'il va positionner des avions porteurs de la bombe nucléaire française en Allemagne ou en Pologne, ce faisant, il européanise de fait notre force de dissuasion. Il fait prendre un risque immense à la France, puisqu'il suffit qu'il y ait un déclenchement d'hostilité entre ces pays et un adversaire pour que la France soit engagée malgré elle. Et une fois que votre avion aura été détruit par un missile, même conventionnel, sur un terrain d'Allemagne, je ne vois pas comment la France va se mettre hors du champ. Et c'est une rupture fondamentale avec la doctrine gaulliste, dont il ne s'est pas réclamé d'ailleurs assez habilement, parce qu'il est malin. Il a parlé de presque tous ses prédécesseurs. Et en fait, à chaque fois, il est remonté à Mitterrand. Parce que Mitterrand avait fait évoluer les intérêts vitaux en parlant d'une composante européenne qui restait très floue. Et lui, il donne une traduction concrète à cela, et il dit, voyez, je suis dans la lignée de mes prédécesseurs. Non, il est dans la lignée depuis Mitterrand, mais pas De Gaulle et Pompidou, qui, De Gaulle, voyait la force de dissuasion comme réservée à la sacralisation du territoire national. L'intérêt vital, c'était la France. Et d'ailleurs, il y a une confusion chez Emmanuel Macron, sur laquelle je me permets d'insister, c'est qu'il maintient dans son discours la vision stratégique de la force de dissuasion, c'est-à-dire c'est une riposte massive, immédiate, qui vise à anéantir l'adversaire. Alors que les Allemands, et le chancelier Merz vient de le dire, les Allemands sont pour une riposte nucléaire graduée, à l'américaine. C'est pas du tout la même chose. Je suis désolé, c'est un peu technique. La riposte française, c'est vous touchez à un doigt de la France et je vitrifie votre capitale. Bon. Les Américains ont inventé, parce qu'ils ont bien vu que cette riposte-là ne marchait pas pour eux, parce que tout le monde sait qu'ils ne sacrifieront jamais Washington pour défendre Berlin ou Paris.
Donc ils ont avancé au fil du temps, l'OTAN, une doctrine de riposte graduée, c'est-à-dire du nucléaire quasiment de champ de bataille, qui permet de répondre sans risquer Washington. Et la grande ambiguïté de Macron dans son discours et son impasse stratégique, c'est qu'il reste sur l'idée d'une riposte stratégique, c'est-à-dire la France utilise la bombe atomique comme un moyen d'anéantir l'adversaire si on touche un de ses intérêts vitaux, alors que les Allemands, pas du tout. Et que le chancelier Merz a été très clair en disant qu'il voulait une riposte graduée. Alors, est-ce que c'est un effet de com' de Macron pour jouer les importants dans sa mégalomanie, puisqu'il n'a plus que ça pour exister, ou est-ce que c'est un premier pas très dangereux qui va amener les Allemands à travailler à nos plans stratégiques? Il a parlé de manœuvres de dissuasion nucléaire, de visites de stratégiques. Et puis à la fin, Jean-Noël Barrot avait expliqué qu'il allait voir son homologue pour voir comment financièrement l'Allemagne pouvait participer à terme. Donc ça sent, si vous voulez, ça sent l'embrouille. Ça reste très flou. C'est pas le grand partage annoncé, heureusement. Donc il faut le dire honnêtement, parce que sinon ce serait malhonnête. C'est ce qu'il annonce en tout cas. Il dit voilà. Mais il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera l'appréciation souveraine pour notre pays. Oui, mais à partir du moment où est-ce que ce n'est pas une manière de cranter le débat? Exactement, mais à partir du moment où vous posez vos avions avec des bombes nucléaires en Pologne, il suffit que la Pologne fasse une connerie avec les Russes et que vous soyez embarqué dans un truc. Et le principe même de la force de dissuasion voulue par le général de Gaulle, c'était l'autonomie et l'indépendance absolue. Et d'ailleurs, le général de Gaulle est sorti du commandement militaire intégré de l'OTAN quand il a eu la bombe. Pas avant, si vous regardez la chronologie. Donc, pour moi, la force de dissuasion nucléaire, elle est nationale, point. Elle ne peut pas être européenne. Donc, il rentre dans un entre-deux, dans un en même temps, extrêmement malsain, porteur, à mon avis, de confusion et pas de crédibilité. Xavier Van Lierde, vous voulez rebondir sur ça? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le principe de la dissuasion qui ne peut être que nationale, la décision, etc. Mais il y a quand même, le nucléaire a changé. Et on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que désormais, il n'y a plus seulement l'absence d'utilisation, soit l'utilisation de la vitrification. Les armes nucléaires tactiques existent. Les Américains en ont, les Russes en ont, et je pense que ce qui se profile, malheureusement, j'étais tout à fait opposé à toute tension avec la Russie, mais les tensions sont là, et ce qui était envisagé et qui est dans la doctrine russe désormais, c'est la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Ils l'ont envisagé lorsqu'ils étaient en repli. Demain, si les choses tournent mal, ce que je ne souhaite absolument pas, eh bien, cela fait partie de leur doctrine, et donc c'est envisageable que ce soit utilisé. Ce sont des armes, effectivement, qu'on utilise sur le champ de bataille, et donc c'est gradué. Gradué, ça fait peur, parce qu'on se dit que du coup, on peut franchir les étapes, ce qui est absolument effroyable. Toujours est-il que donc, dès lors que la possibilité que les Russes l'utilisent, eh bien, on peut comprendre que des Polonais ou des Allemands souhaitent pouvoir disposer éventuellement d'une possibilité de riposte. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit cette possibilité passe par la France, ce qui quand même, malgré tout, nous laisse quand même une part d'influence sur ces décisions-là, soit il n'est pas du tout exclu qu'ils décident de s'en doter. Et je crois que les Polonais l'ont déjà dit plusieurs fois. S'ils ne bénéficient pas de cette possibilité-là via l'OTAN, et n'ont plus confiance dans l'OTAN, du moins actuellement, soit c'est la France. Donc je ne sais pas si c'est pas un jeu malin en réalité, et qui permet à la France, malgré tout, de faire valoir dans ce jeu européen un atout qui reste le sien, alors que le jour où d'autres s'en dotent, eh bien, délibérément et de façon indépendante, eh bien, on perd ce monopole. Voilà, le jeu est compliqué, je veux dire. Voilà. Si je peux me permettre, je ne crois pas... Oui. Vous auriez raison si Macron avait annoncé aujourd'hui le passage à un usage de riposte graduée de la dissuasion française. Ce serait cohérent. Là, vous auriez raison. Mais en même temps, si vous écoutez bien le discours, j'ai écouté tout le discours. Je me suis tapé. Donc, il faut du courage. Votre courage. Mais il faut le faire parfois. Oui, mais on ne peut pas parler de quelque chose si on ne l'écoute pas entièrement. Et ce qui était intéressant dans son discours, c'est qu'il a réaffirmé le caractère stratégique et pas tactique de la dissuasion française. Stratégique. Il l'a bien réaffirmé. Il a été très clair. Il n'y a pas de riposte graduée dans la stratégie française. Donc, il y a une incohérence chez Macron à vouloir positionner des forces nucléaires françaises à l'extérieur sans vouloir transformer la riposte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où il y a une vraie incohérence. Donc, moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'en fait, la dissuasion nucléaire, c'est comme l'armée. Ça ne peut être que national, parce qu'on ne risque pas la vie de ses enfants
pour un autre pays, et on risque encore moins d'anéantir toutes les villes françaises pour un autre pays. Donc moi je suis désolé, je le dis franchement, j'ai aucune envie d'anéantir Paris pour Varsovie. C'est pas vrai, personne ne le fera. C'est un mensonge. Et si les Polonais veulent se défendre, ben, ils investissent, ils s'organisent, mais pas avec notre force à nous. Parce que sinon, ça veut dire qu'on risque Paris. Je suis désolé. Chacun protège son pays. Sinon, rien ne marche. Ça n'existe pas. D'ailleurs, ils s'en aperçoivent. Cela dit, même De Gaulle avait dit, si les forces du pacte de Varsovie entrent en Allemagne, ce sera considéré comme une attaque contre les intérêts vitaux de la France. Hein. Oui, mais il n'a jamais positionné des troupes là-bas. C'est pas du tout la même chose. Quand vous mettez la troupe là-bas, ça veut dire autre chose. Après, on peut toujours considérer qu'il y a une ambiguïté stratégique. Mais pas d'être entraîné. Oui, mais c'est pas la même chose de mettre des forces qui peuvent nous entraîner dans un conflit interne. Si je prends un exemple, un conflit entre la Russie et la Pologne, ça dépend comment il est mené, ce conflit. Bien sûr que parfois on peut aller au secours de la Pologne, parfois on ne peut pas y aller. Ne serait-ce que pour éviter une assurance automatique, parce que si vous donnez une assurance automatique à un autre pays, ça veut dire que vous le rendez irresponsable au sens propre du terme. Et c'est extrêmement dangereux, et fauteur de troubles. Et c'est en plus les Français qui paieraient le retour de flammes nucléaires. Nucléaire, oui. Alors, on va peut-être avancer dans nos autres sujets, parce qu'on avait un programme chargé, très franco-français, là, pour le coup, même si, néanmoins, ça nous attire vers le reste. J'ai quelques questions, des questions. Sur les derniers sujets sur le nucléaire. Voilà, quelqu'un qui nous demande si, en l'état actuel des choses, on peut poursuivre Macron pour haute trahison. Ça paraît prématuré. Non, là, il faut être honnête. Moi, j'ai été suffisamment critique. Je pense qu'il a testé à un moment l'idée du partage, qu'il a vu le tollé que ça entraînerait en France, et là, ce serait de la vraie haute trahison. Là, il nous met dans un engrenage qui me paraît dangereux. Alors, quelqu'un nous demande si on doit se faire vitrifier pour les hystéries des autres. Je crois que vous avez déjà répondu. La mise à disposition, même mesurée, de forces nucléaires françaises est inconstitutionnelle. Alors, il faudrait vérifier, peut-être. En tout cas, ça mérite d'être contesté. Et pourquoi le Royaume-Uni serait-il dans cette aventure alors qu'il a déjà une force nucléaire autonome ? Alors, il y a deux choses. J'ai oublié de parler de ça. Il y a eu une grande incohérence dans le propos de Emmanuel Macron, c'est pas la première. Il a dit qu'il était dans une coopération avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, qui avait une force indépendante. C'est pas vrai. La Grande-Bretagne a une force soumise à la double clé américaine. Donc c'est pas vrai. Donc là aussi, on est dans une espèce de délire européiste, mais dangereux. Et enfin, une dernière question. À partir du moment où l'Allemagne paierait, qui commanderait ? Évidemment. C'est pourquoi chaque pays est responsable de sa sécurité et de sa défense. Ça n'empêche pas des coopérations, bien sûr. Alors, on est aussi responsable de notre territoire et des ressources qui y poussent. Donc, on va passer au Salon de l'Agriculture, donc, qui s'est achevé hier, et pour la première fois, on en a beaucoup parlé, donc les vaches, qui en sont un peu les figures totémiques, en étaient absentes à cause de la dermatose nodulaire, nous a-t-on dit, et on avait l'impression désagréable que ce salon devient un peu une réserve d'Apache ou un espèce de conservatoire muséal pour présenter une espèce en voie de disparition qui serait non pas la vache, mais le paysan français. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette édition du Salon, surtout, mais surtout de l'avenir de la paysannerie française en dehors des salons ? C'est très clair. Moi, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois que je reviens du Salon, je me dis la même chose. Je me dis que ceux qui vivent sur la bête, si je puis dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Salon des exploiteurs, pas des exploitants agricoles, de ceux qui exploitent les autres. C'est-à-dire c'est le salon des marques, c'est le salon des coopératives, c'est le salon des syndicats, c'est le salon de tous ceux qui détruisent l'agriculture, mais qui ont quand même besoin d'elle. Alors là, on est arrivé au niveau supérieur. Il n'y a plus de paysans. D'ailleurs, à un moment, je visitais, il y avait l'organisateur du salon qui me guidait, et je lui dis, je voudrais voir un éleveur. Il me dit, il va falloir chercher. Pas seulement un éleveur de bovins, il y avait quelques moutons dans un coin, 3 cochons qui dormaient, on avait dû leur donner des anxiolytiques. Bref, c'était pathétique. Mais c'est la conséquence d'un système de folie. Et vous avez vu la décision de Van der Leyen qui met en application le... Au lendemain de notre salon, d'ailleurs. Oui, à tel point qu'on peut se demander si ça n'est pas... Macron qui est spectateur. Et la mère Genevard, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, Madame Genevard, grande ministre de l'Agriculture, qui se plaint. Mais ça veut dire que, voilà, il n'y a plus de souveraineté. Ils ont abandonné la souveraineté économique du pays. Ils sont spectateurs du déclin.
les Européens, majoritairement, préfèrent acheter brésilien et vendre des Mercedes ou des Ferrari, et puis point barre. Et l'agriculture française est liquidée. Voilà. Donc la seule solution maintenant, j'en suis absolument convaincu, c'est qu'il faut sortir de cette Union européenne au plus vite. Il faut convaincre d'autres peuples de le faire avec nous, ou après nous. Il faut reconstruire une Europe des nations libres, souveraines, et expliquer aux Français que c'est une question de survie. Et je sors un livre là-dessus le 15 avril, vous verrez. Bien, très bien. 15 avril. Chez qui? Chez Fayard. Voilà. On a déjà le titre? Ah oui, mais je ne peux pas encore vous le dire. Ah bon, eh ben, on a déjà la sortie, c'est une petite exclusivité. Non, mais si vous voulez, c'est terrible de voir, parce qu'on nous a expliqué, on m'a expliqué 100 fois, oui, mais si on est fort, on va peser à l'intérieur. Et je l'ai cru à un moment, il faut être honnête. Moi, j'étais dans l'idée qu'on va réformer l'Union européenne de l'intérieur. Je l'ai défendu, donc je ne vais pas le nier. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Ils s'attaquent à nos libertés, ils nous engagent vers la guerre, et ils piétinent les intérêts de la France. Point. Et on est minoritaire. Donc, quand Bardella ou les autres nous disent oui, mais on arrive, on est de plus en plus fort. Mais non, on est minoritaire dans cette structure à 27. Parce que structurellement, il y a plus de pays qui voudront s'approvisionner ailleurs, à bon marché, de produits dégueulasses, plutôt que de prendre des produits français ou même polonais d'ailleurs. J'ai appris au salon, d'ailleurs, il faut quand même savoir, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de tonnes de viande qui vont venir du Brésil. C'est 400 millions de poulets par an. Hein. Oui. Les 198 000 tonnes de poulets, ça fait, on dit, alors il faut vérifier, 400 millions de tonnes. Tous les écolos de service, là... le bilan carbone de 400 millions de poulets, oui, c'est ça. Le maïs, ils m'ont raconté, le maïs brésilien, 77 produits pesticides, engrais interdits en Europe sont déversés, 77 sur le maïs brésilien. 77. Donc on est en pleine schizophrénie. Voilà, on est en pleine... Et M. Jadot, qu'est-ce qu'il fout tous ces gens-là, on est en schizophrénie politique. Et voilà. Donc, et ce qui se passe avec l'agriculture se passe sur l'industrie aux voitures électriques. Si vous regardez l'industrie automobile, vous avez si vous regardez... réagi à la liquidation de Brandt, d'ailleurs récemment, avec la suppression de 700 emplois. Oui, mais j'ai proposé le énième plan pour le Made in France, comme d'autres l'ont fait avant moi. Voilà, il y a des mesures à prendre. Mais vous regarderez, c'est très intéressant, l'Union européenne négocie depuis des années, des mois, là, sous l'inénarrable M. Séjourné, négocie le contenu européen des automobiles. Alors l'idée de 70% hors batterie, même ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourquoi l'Allemagne bloque? C'est pas son intérêt. En fait, il y a des intérêts divergents entre les pays excédentaires et les pays déficitaires. Et la France est déficitaire, l'Allemagne est excédentaire en commerce extérieur. Donc vous voyez bien que ça ne peut pas avancer. Donc sur tous ces sujets, on nous raconte n'importe quoi matin, midi et soir. Nos exploitations crèvent, nos ouvriers disparaissent. Donc quand, en fait la seule question qui se pose, c'est quand les Français vont ouvrir les yeux, malgré la propagande médiatique, sur l'obligation de sortir de ce système fou, avant d'être réduit à la misère. C'est ça la question. Et il y a des mesures à prendre. Les achats publics, un fonds de réindustrialisation, des droits de douane qui peuvent être discriminants selon les mesures. Enfin, il y a des mesures à prendre. On sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et ça sera tout le thème de la présidentielle de 2027. Oui, justement, on va en parler tout à l'heure. Un mot peut-être, Alexis Poulain ou Xavier Van Lier, sur cette réaction, ou Marie Pinsard, sur ce qu'on vient de dire, soit l'agriculture française, soit la désindustrialisation. Moi, c'est prêcher à une convertie. Je pense qu'effectivement, il faut déjà sortir de l'Europe. Ça, c'est plus qu'une urgence. On voit bien qu'on a les mains liées, de toute façon. On n'a plus de souveraineté. D'ailleurs, même Emmanuel Macron a du mal à en parler, souveraineté. Là, il a utilisé ce mot très bizarrement aujourd'hui ou hier. Enfin, j'ai eu vent de ça. En ce qui concerne le nucléaire, parce que mine de rien, il y tient quand même. Hein, c'est nous qu'on l'a, donc voilà. Mais sinon, non. Alors là, aux abonnés absents, il faut impérativement, effectivement, on est 27. Donc c'est une Europe qui est largement élargie, si je puis dire, des intérêts trop divergents, et puis une politique aussi communautaire qui ne va pas permettre de mettre en œuvre notamment les droits de douane, de mettre en œuvre notre agriculture. On avait présenté la PAC comme la grande réussite de la CE, mais on voit où on en est maintenant. J'ajoute dernier point. Nicolas Dupont-Aignan. Personne ne parle de la décision du Premier ministre espagnol de régularisation d'1 million
c'était 500 000 au départ, 1 million de clandestins en Espagne, avec des critères extrêmement souples, notamment le critère du casier judiciaire vierge est devenu une simple déclaration sur l'honneur. On fait bien des attestations pour sortir de chez soi. Donc il faut quand même bien voir ce que ça veut dire aussi en termes d'immigration. Ça veut dire 1 million de personnes régularisées en Espagne qui vont venir en France, une partie. Par définition. Oui. Par définition, puisque nous avons le système social le plus généreux. Bon, mais je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Rien, j'ai pas vu une ligne dans les journaux. C'est-à-dire qu'on arrive dans un degré de silence sur les enjeux absolument sidérant. J'avoue que je ne pouvais pas croire un jour que je vivrais ça. Alors, on avance toujours dans nos sujets, mais vous parlez d'information. On a aussi un sujet sur la liberté d'expression et sur la surveillance numérique. Alors, lorsqu'il était en visite en Inde, Emmanuel Macron donc, a attaqué les tenants de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et il a fait donc, on le sait, de la régulation, donc de la surveillance des plateformes numériques, un de ses chevaux de bataille au nom, disait-il, de la protection du débat démocratique. Et dans son anglais absolument inimitable, donc le créateur de la Startup Nation a affirmé, donc je le cite, « Free speech is pure bullshit ». Ça veut dire, si on traduit de manière littérale, la liberté d'expression, c'est une pure connerie. Enfin, et je suis encore un peu poli. Oui, très poli. Donc voilà, selon lui, il faut interdire donc d'urgence les réseaux sociaux aux moins de 15 ans pour lutter, je cite toujours et en français, contre le poison de la haine. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, comment le projet lutter avance contre vite. le poison de la haine? Non, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et là aussi aucune réaction de la plupart, à part quelques individus politiques, aucune réaction des grands partis, c'est que ça avance. Interdiction moins de 15 ans, qui est un moyen de tracer l'identité et de vérifier l'identité, qui peut aboutir après à une censure. Oui, on l'a vu avec le compte de F de Souche, là, cette semaine. Et vous le voyez bien, moi je vois bien mon compte, mes comptes sont extrêmement... l'algorithme, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, là, il a dû prendre un coup sur la tête depuis un certain temps. Mais... alors c'est très curieux parce que ça dépend des comptes, des semaines où il y a un compte, par exemple YouTube n'avance pas du tout alors qu'une autre vidéo sur un autre compte marche énormément, donc il y a des trucs très bizarres. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils avancent très vite avant la présidentielle. Et je suis extrêmement inquiet, notamment les déclarations de Barrot, qui est un fou furieux, pardonnez-moi je vais être traduit en diffamation, mais en tout cas qui pour moi est très inquiétant quand il dit que des candidats à la présidentielle pourront être suspectés d'ingérence. Donc, si vous prenez une position différente sur le conflit ukrainien, vous êtes un agent russe. Si vous pensez que Trump a raison de contrôler l'immigration, vous êtes un agent réactionnaire. Non, mais on va où? Mais attention, tout ça peut avancer très vite, dans un silence total des médias classiques qui, bien sûr, voient dans les réseaux sociaux une concurrence. Et ils ont bien compris. Ils ont tenu les médias, ils veulent tenir les réseaux sociaux, et puis après, ça sera avec chat control, les messageries qui seront contrôlés. Donc on est face à une offensive. Y compris privée. Oui, une offensive terrible. Et là, il n'y a pas non plus, je trouve, beaucoup de répondants. Il faut se mobiliser. Voilà. Déjà que les Français soient au courant de ce qui se passe. Xavier Van Lierde, Alexis Poulain, un mot sur cette question de liberté ou une question à Nicolas Dupont-Aignan? Moi, je trouve que c'est l'enjeu vraiment de ce siècle qui commence mal, c'est défendre les libertés. Parce que c'est la base. Sans ça, on n'aura plus rien. Et il faut rappeler tout le temps qu'on est en train, avec ces responsables, irresponsables, de changer de régime. La démocratie libérale, c'est pas ce qui est en train de se profiler avec le DSA, avec les lois de Macron de contrôle des élections. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie. On voit ce qui va se passer en Hongrie. D'ailleurs, Viktor Orban est vent debout contre ce qui est en train de se faire. Meta vient de fermer des sites proches du parti de Viktor Orban sur la plateforme Facebook. Et il faut absolument une riposte à l'échelle européenne de tous les partis qui ont la liberté au cœur, et de tous les citoyens, les responsables, enfin les personnes qui sont dans la société et qui sont conscients de ce qui est en train de se passer. Parce qu'encore une fois, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et tout leur séide avancent masqués et ne disent pas qu'ils vont changer de régime. Mais ce qui va se passer avec cette censure algorithmique, avec ce contrôle de l'identité de chacun, c'est bel et bien un changement de régime et l'entrée dans un régime autoritaire de contrôle
technologiques, algorithmiques, comme vous voulez, où Palantir se frotte les mains. Donc il faut vraiment aujourd'hui mettre ça au sommet de la pile finalement des priorités, parce que toutes les autres priorités en découleront. La défense des libertés. Avec la prison numérique que sera l'euro numérique. Absolument. Qui est le couvercle sur la marmite, si je puis dire. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça ? C'est très important. Je pense, l'euro parce que numérique, c'est une manière de priver les gens d'existence sociale. Bien évidemment. Après, l'euro numérique, c'est que vous êtes ficelé, puisque on tracera vos dépenses. On tracera tout. Donc, vous avez consommé trop de viande ce mois-ci, vous êtes vous êtes un danger pour la planète. Oui. Non, mais ça peut avoir aussi des conséquences sur un prêt immobilier, parce qu'on va vous dire que vous êtes en mauvaise santé et que vous ne pouvez pas rembourser. Et tout. Mais ça existe déjà. Ça existe en Chine. Vous traversez mal un passage piéton dans une ville chinoise, votre crédit social baisse. Et au bout d'un crédit social qui baisse, on vous coupe le robinet. C'est pas un mythe, c'est pas un truc de complotiste. Ce qui est terrible aujourd'hui en France, c'est que dès qu'on avance, si vous voulez, avec leur système, c'est le système habituel de l'Union européenne. Si vous en parlez avant, on vous dit c'est trop tôt, c'est pas vrai. D'accord ? Parce qu'il y a un délai. Oui, parce qu'il y a un délai extrêmement long entre les réglementations qui sont proposées par la Commission européenne, le processus de décision, de codécision avec le Parlement européen, et donc les gens ne voient pas arriver les choses. Quand on annonce 2 ans avant ce qui se passe, on nous traite de complotistes. Et puis, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Le DSA, je crois, Alexis Poulain me dira si j'ai raison ou pas, mais je crois que le DSA a été voté par tous les parlementaires européens français, de mémoire, mais je peux me tromper. Il faudrait vérifier. Donc, si vous voulez, il y a une méconnaissance, et ils avancent de manière méthodique. N'oubliez pas aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, que Macron fait démissionner préventivement le patron de la Banque de France vient de démissionner avant terme pour pouvoir le remplacer avant la présidentielle. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Madame Lagarde, il a mis Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Ça s'est jamais vu. Elle va rester 28 ans à la Cour des comptes, puisque c'est à vie. Jusqu'à la retraite, jusqu'à 68 ans, je crois qu'elle a 42 ans, 26 ans, je ne sais pas. Bon. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'enquêtes sur les 1400, 1300, je crois qu'on est à 1282 milliards de dettes de Macron. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se produire ? Donc il est en train de mettre... Et j'aimerais, et c'est là l'enjeu, que les forces politiques, je ne comprends pas, moi je vous le dis, je vais mettre les pieds dans le plat, je ne comprends pas pourquoi le Rassemblement national se tait sur tous ces sujets. Alors pourquoi ? En tout cas, moi je ne me tairai pas, et c'est l'objet de ma candidature à la présidentielle, c'est que je veux y aller, parce que je veux émettre un discours clair sur cette menace pour les libertés, cette menace pour la nation, et cette possibilité de faire autrement. Parce qu'il faut apporter des solutions, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour apporter des solutions. Mais c'est un choc frontal. Et je crois que le Rassemblement national se trompe en croyant qu'il va résister, qu'il va gagner par effraction. Parce que face à ces gens-là, il faut... Ou en étant trop poli aussi. Oui, il y a cette tentation de ne pas être extrémiste. Il faut dire les choses. Mais simplement, on préférait être plus nombreux à le dire. Voilà, je vous parle très franchement. Alors justement, tiens, parlons-en peut-être un peu. Vous prônez l'union des droites. Et là, vous avez... Non, l'union des patriotes. Des patriotes, bon. Pourquoi ? Non, je vais vous dire très clairement. Parce que vous avez une droite de la collaboration avec Macron. Certes, c'est vrai. Oui, excusez-moi. Donc le problème aujourd'hui n'est pas la droite, la gauche. Le problème, c'est de rassembler tous les Français qui veulent garder leur liberté individuelle, leur liberté d'entreprendre, leur liberté nationale, leur liberté politique. Et je suis désolé, mais moi je vois une droite qui est couchée devant Macron. Donc l'union des droites, si c'est pour s'unir avec des gens qui ont travaillé avec Macron, qui ont adulé Macron, qui ont voulu être ministre de Macron, à un moment, stop. Donc c'est pour ça que je vais plus loin, si vous voulez. Alors, donc les patriotes. L'union des droites patriotes, ce serait déjà pas mal. Oui, ça je suis d'accord. Mais l'union des souverainistes. L'union des amoureux de la France. Oui, mais alors après, on va nous mettre des souverainistes de gauche et on n'arrivera plus à avoir un vrai programme. Oui, mais des patriotes, on peut mettre aussi des patriotes de gauche. Non, il faut une union. Il faut libérer la France. Une union des souverainistes. Il y a tout le monde dans la résistance. Il n'y en a plus. Alors, dans la résistance, il y avait tout le monde. Et puis après, une fois que la France est libérée, les partis politiques reprendront leur travail de destruction. Mais là, d'ici 2027, alors comment est-ce que vous envisagez
une éventuelle discussion, coopération avec le Rassemblement national? Est-ce que votre candidature est concertée? Ah non, pas du tout. Est-ce Moi, qu'il y a ma candidature, des unions locales et puis des candidatures uniques à la présidentielle? La présidentielle, c'est pas une affaire de parti. Moi, je considère, si le Rassemblement national ou si une personnalité hors Rassemblement national défendait l'indépendance de la France, je serais ravi de me mettre derrière. Oh là là. Mais à partir du moment où je vois que c'est l'abandon permanent, les LR sont partis à la soupe de Macron. Enfin, c'est surréaliste ce qui se passe. Wauquiez, qui donnait des leçons de résistance à la terre entière, n'a pas voulu censurer le cornu. Enfin, on est où? Et puis le Rassemblement national se fait tout petit et ne dit rien sur rien de peur de fâcher quelqu'un. Ben moi en tout cas, je veux offrir aux Français une ligne claire. Libération. Voilà. Libération, parce que c'est, comme le disait Alexis Poulain, le préalable à tout. Bien sûr. Sinon, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'en plus, les Français ont besoin d'entendre un autre discours. Mais pas simplement un discours sur l'indépendance nationale, par exemple sur le RIC. Je crois beaucoup au référendum d'initiative citoyenne. Je crois que la Suisse est bien gérée parce que la Suisse a des référendums. Et que je pense que les Français seront bien plus à même sur les grandes questions de trancher que leurs dirigeants politiques. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Mais alors, pour les municipales, par exemple, vous n'avez pas de liste concurrente hier. Sur les municipales, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'amour entre ma ville et moi. C'est besoin de racines. Voilà. Oui, mais c'est aussi une forme d'entente avec les partis patriotes qui peuvent se dire on ne met personne face à... Il n'y a aucune entente du tout. C'est qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une voix et qu'ils n'ont pas osé. Vous croyez qu'ils sont si gentils? Je ne sais pas. Vous vous trompez. Alors... S'ils avaient pu, ils auraient mis des bâtons dans les roues. D'accord. Mais heureusement, il y a les habitants qui m'aiment bien, j'espère. Marie Pinsard, vous parlez de qui? Non, bon, je parle de petites rivalités, des clapotis de l'histoire, des petits égos qui comptent pas. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on offre aux Français une voie de sortie raisonnée de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de brûler le drapeau européen et de faire des... C'est pas ça qui compte. C'est parce que les Français n'iront jamais là-dedans. C'est qu'on explique aux Français que maintenant le temps est venu de reconsidérer cette Union européenne, de la dissoudre, de ne plus payer, de ne plus obéir, mais de parler aux autres, et c'est le thème de mon livre, de ne pas le faire dans une démarche simplement franco-française. Moi, je veux parler aux autres peuples d'Europe. La France, elle a parlé à tous les peuples d'Europe. La France, c'est pas l'Angleterre. Donc, il faut qu'on dise aux peuples d'Europe, peuple français, mais aux autres, vous n'allez pas continuer à obéir à une structure qui est en train de suicider le continent européen. Donc, on va dissoudre l'Union européenne, et on va reconstruire quelque chose de solide avec nos partenaires qui le veulent, mais sur une base nationale, de confédération de nations. C'est pas du tout la même chose. Chacun ses frontières, chacun son budget, chacun sa monnaie pour retrouver notre économie libre, et puis ensuite, on peut travailler à des projets communs. Il ne s'agit pas de partir au milieu de l'Atlantique, on n'est pas l'Islande. Mais ça, je pense que personne ne l'explique. Et je voudrais l'expliquer pendant cette campagne présidentielle. Il y en a qui l'expliquent quand même. Il y a Florian Philippot. Florian l'explique très courageusement sur la sortie, mais sur la sortie, ce que j'appelle sèche. C'est-à-dire, je crois que si on reste sur la sortie sèche, on n'arrivera pas à convaincre les Français. Et la sortie mouillée, c'est quoi alors? La sortie mouillée, c'est la sortie raisonnée. C'est ce que j'appelle une sortie qui débouche sur quelque chose. C'est-à-dire que les Français sont continentaux, sont pas des Britanniques. Non, les Français ont besoin d'imaginer ce que serait la France hors de l'Union européenne, mais pas hors puisqu'on l'aura dissoute. Moi, je ne veux pas sortir, je veux dissoudre. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle disparaisse, cette Union européenne. Et il faut qu'on reconstruise quelque chose. Ah, ça demande un consensus quand même. Non, pas obligatoirement un consensus. Si la France sort seule déjà, oui, le système s'effondre. Mais il va falloir reconstruire. C'est d'abord la sortie, quoi qu'il en soit. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et après, effectivement, il y a les traités, il y a les accords, il y a beaucoup de choses, mais la France... Je pense qu'il faut l'expliquer, parce que je pense que si Florian Philippot et François Asselineau ont fait chacun moins de 1% aux dernières élections européennes, et moi j'avais proposé une liste à 3, pour qu'au moins il y ait une unité, si ils ont fait chacun 1%, c'est parce que le Frexit seul n'arrive pas à convaincre. Il faut le reconnaître. Et je pense que s'il n'arrive pas à convaincre, c'est parce qu'on a manqué d'une dimension. Après, on fait quoi? Parce que moi, je parle dans la rue avec les gens, dans ma commune, et tous les gens me disent « Vous avez raison, il faut sortir d'Union, mais on fait quoi après? On va être tout seul. » Et la propagande générale a beaucoup aliéné les Français en les rendant peureux.
frileux. Et je pense qu'on doit les rassurer et pas les anxiogéniser, enfin je sais pas comment on dit, leur donner Les inquiéter. Les inquiétés. Les inquiéter. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire un débat un jour sur Radio Courtoisie à 3 entre vous. Oh bon, on sera François d'accord sur Asselineau l'essentiel. Oui, mais je ce regrette. qui est intéressant, ce sont les petits points de friction Mais justement qui. je pense que nos nuances sont utiles. Chacun a des nuances. Et j'aimerais tant que les souverainistes se rassemblent Oui, c'est ça. pour qu'on offre aux Français, enfin, un vrai parti souverainiste, comme en Angleterre, comme au Québec, puisqu'on n'est plus indépendant. On va devenir vite dans une situation québécoise. Absolument, oui. Mais Mais parce que là, c'est vrai que... la- Pardon. Pardon, Xavier Van Lierde. Oui, alors c'est une question un peu de politique politicienne, mais vous avez annoncé que vous vouliez aller à la présidentielle. Mais vous allez être combien de souverainistes à partir de la présidentielle? Je suis désolé de poser la question de façon Très peu, abrupte. je vais vous dire. Le danger, c'est qu'il y en ait Ah, mais bon, zéro. enfin, 2, c'est déjà beaucoup quand même. Non, mais il n'y en aura pas deux. Il faut avoir les signatures. Voilà. Et pourquoi je suis candidat? C'est parce que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un réseau de maires que j'ai travaillé depuis des années, qui sont dans notre mouvement souvent. Et je peux peut-être, et encore c'est pas sûr, si nous nous unissions tous, je peux avoir les signatures. Malheureusement, Florian Philippot en a eu très peu la dernière fois, et François Asselineau ne les a pas eus. Donc moi je dis, profitons de mes signatures pour essayer d'avancer et de proposer une offre souverainiste. Voilà. Et rassurez-vous, le temps passe et obligatoirement d'autres me succéderont. Bon, eh ben écoutez, sur ces paroles, non pas d'espoir, mais en tout cas Non, je d'avenir, plaisante. notre entretien touche à sa fin. Peut-être un dernier mot quand même sur hier, puisque après tout, c'est l'échéance la plus précise. Oui, ben ça, c'est une affaire locale. Beaucoup s'interrogent en disant pourquoi vous vous présentez. Presque sûr d'être heureux. Non, on n'est jamais sûr. Non, enfin, Mais c'est bien parti. justement, non. Pourquoi je me représente? Parce que d'abord, j'ai une passion pour ma ville, et parce que je suis convaincu que quand on est enraciné quelque part, on réagit différemment. Vous voyez, c'est peut-être aussi parce que je suis enraciné dans ma ville que j'ai compris très vite que les gens avaient peur d'un Frexit et que ça ne marcherait jamais si on ne donnait pas une perspective positive, qui ne soit pas une fuite, qui soit une reconstruction. Et cet enracinement, pour moi, est l'essence du métier politique. Donc, ce n'est pas incompatible d'être enraciné dans sa ville et puis d'avoir une ambition pour son pays. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup. Mais d'abord, il faut Nicolas être élu dans Dupont-Aignan. sa ville. Parce que si je n'étais pas réélu, ça voudrait dire que, bien ça ne évidemment, marchera pas. Mais bon, a que c'est priori, fini, que j'arrête tout. ça devrait fonctionner. J'ai On verra. l'impression, d'après ce Mais qu'on on dit. doit être le suffrage universel, il faut prendre le risque du suffrage. Certains m'ont dit, ouais, mais si t'es battu, si je suis battu, j'arrête la politique, ça veut dire que je suis un nul. Et c'est tout fini. Mais non, mais attendez, si on n'est pas capable d'avoir le suffrage de ses concitoyens, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Édouard Philippe est d'accord avec vous. Bon, eh ben, écoutez, Mais c'est tout à son honneur pour le coup. eh ben, c'est l'union des droits. D'ailleurs, il y a Fabien Roussel aussi qui se présente à Saint-Amand. Moi, je trouve ça bien, parce que le macronisme, ça a été des élus hors sol, Oui. totalement coupés de tout. Oui, et Et ça a ça, été je une trouve que c'est très expérience, dangereux. d'ailleurs, une expérience assez douloureuse, puisqu'on vient Et de d'ailleurs, subir 8 ans. Mais On bon. cherche à couper d'ailleurs ces racines Tout à avec fait. l'idée de communauté, de communes, Tout à etc. fait, qu'il faut supprimer tout ça. Il faut supprimer, oui, absolument, pour se réancrer justement. Il n'y a pas d'arbre qui pousse, il n'y a pas de racines. Les arbres tombent. Bon, eh ben, c'était une très belle conclusion. Je sais pas. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Allez, On à se bientôt. donne rendez-vous, j'espère, mi-avril pour la sortie de votre Ah oui. ouvrage. Eh ben, encore J'espère merci qu'il vous plaira. d'être venu à Radio Courtoisie et à très bientôt donc. Merci.